soir, on va parler de l'encéphalite myalgique ou du syndrome de fatigue chronique, ou bien ce qu'on appelle maintenant, pour être à la mode, la MISE, qui est en fait les abréviations de maladie d'intolérance systémique à l'effort. Donc en fait, c'est trois noms très différents, mais c'est une maladie très invalidante qui a été très peu connue officiellement. Maintenant, elle commence à être étudiée sérieusement depuis 1994. Par choix, on a décidé ce soir de ne pas parler de tous les types de fatigue qui peuvent exister. On a exclu de cette conférence les maladies musculaires qui apparaissent souvent après un effort et l'utilisation des muscles. Donc voilà, ça ne fait pas partie. Les fatigues réactionnelles qui sont dites secondaires, par exemple les Covid longs, la dépression, et puis les burn-out, les syndromes d'épuisement, tout ça, ça ne fera pas partie de la conférence. Donc, revenons un petit peu à cette encéphalite myalgique, le syndrome de fatigue chronique. Voilà le plan, pas trop plan-plan, on espère, que nous vous proposons ce soir. En hors d'œuvre, des généralités, puis des signes cliniques, puis des signes biologiques. Et donc, elle touche cette maladie entre 0,2 et 0,5% de la population. 4 fois plus de femmes, et il y a même des enfants qui ont ce problème. Il s'agit plus d'un épuisement sévère que d'une fatigue, sans aucune autre maladie associée. Ce sont des gens vraiment malades de leur fatigue. Il n'y a pas d'observation biologique typique commune, en dehors de cette énorme fatigue, et très très longue, qui dure depuis plus de 6 mois. C'est un diagnostic qu'on fait par exclusion d'autres maladies associées. Et donc, quand on va voir le patient arriver, il se présente avec une énorme valise d'examen faite plusieurs fois, dans un petit peu tous les domaines de la médecine. Et tout ça, c'est une fatigue morale supplémentaire pour le patient, à laquelle le praticien doit être attentif. La sécurité sociale, enfin, en a fait une reconnaissance timide. Il l'a étiqueté comme ALD. ALD, ça veut dire affection de longue durée. Il y a une liste de 40 maladies variées. Et enfin, celle-ci, elle est reconnue après avoir eu une longue banalisation en syndrome somatoforme ou psychiatrique. Donc, pour les patients qui, enfin, maintenant sont reconnus dans un cadre beaucoup plus clair, c'est déjà un énorme soulagement d'être pris au sérieux et de ne pas être associé à être paresseux ou des déprimés. Mais alors, le paradoxe, c'est que malgré cette énorme quantité de patients, en France, on n'a que 10 médecins spécialisés. Et c'est avec leur travail qu'on va se permettre ce soir de donner quelques pistes de travail en décodage. Alors, qu'est-ce que ce fichu syndrome de fatigue chronique? En fait, c'est une information envoyée par le cerveau qui se traduit par une diminution fonctionnelle de la tête et du corps, dont les muscles, bien sûr, d'où cet ancien nom d'encéphalite myalgique. Cette fatigue est due à un message envoyé par le cerveau et non pas par les muscles. Et donc, Martine, en fait, quels sont les signes cliniques repérés chez les patients fatigués? Alors, en premier, on va parler de la fatigue inexpliquée pendant plus de 6 mois. Ils manquent de force, manquent de vitalité physique et psychique, ils fonctionnent au ralenti et sont en deçà de leur vie. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est une fatigue qui est invalidante, professionnellement, socialement et familialement. Troisième signe, cette fatigue ne s'améliore pas avec le repos. Le sommeil n'est pas réparateur, les vacances non plus. Au final, la personne se réveille toujours fatiguée. Quatrième signe, il peut même y avoir aucune récupération, même tardive. Certaines activités physiques qu'ils vont faire, intellectuelles ou émotionnelles, peuvent entraîner des malaises post-effort, même 48 heures après. Un cinquième signe, c'est que ce patient vit dans un brouillard cérébral. Cela lui donne une grande gêne pour se concentrer et aussi pour communiquer.
d'où leur vie professionnelle, familiale et sociale qui se trouve complètement impactée. Et puis, parfois, il y a aussi des symptômes vagos, tels que de la fatigue respiratoire, des palpitations cardiaques et des vertiges. Mais alors, Martine, sur quoi s'appuient les médecins pour arriver à ce diagnostic de fatigue chronique ou maladie d'intolérance systémique à l'effort? Alors, les médecins ont déjà repéré des signes biologiques, mais en fait, ces signes biologiques ne sont pas généralisables à chaque patient. Donc, quand ils repèrent quelque chose, des fois, c'est sur l'IRM. Depuis 2014, on a pu montrer qu'au niveau cérébral, il y a un épaississement de la substance grise, c'est celle qui est à la surface du cerveau, et en même temps une atrophie de la substance blanche, c'est celle qui est au centre de notre cerveau. La substance grise, elle est constituée par le corps des neurones, où sont les fonctions vitales des cellules nerveuses. Elle est épaissie anormalement. C'est comme si le corps neuronal se créait une ou plusieurs couches de protection. La substance blanche, qui elle est constituée par les axones, elle s'atrophie. Alors cet axone, bien sûr, il ne va plus pouvoir bien prolonger l'influx nerveux. Et alors l'influx nerveux en médecine, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle le potentiel d'action et qui normalement est suivi par un potentiel de repos. En fait, c'est l'onde électrique qui passe dans cet axone. Donc ça parle bien de notre fatigue, n'est-ce pas? D'où cette dépolarisation et repolarisation électrique qui sont complètement fonctionnellement perturbées. Et on peut repérer aussi sur des IRM des signes inflammatoires. Mais il me semble aussi que les médecins s'appuient sur d'autres examens, En non? effet, oui, tout à fait, Christelle, tu as raison. Il y a des signes au niveau sanguin. On peut observer un déficit des lymphocytes, alias les globules blancs. Il y a aussi une augmentation des cytokines. Les cytokines, ce sont des protéines qui servent à la communication entre les différents éléments de la cellule et ça sert aussi à la coordination avec les autres cellules du corps. Bref, les lymphocytes et les cytokines, tous les deux interviennent dans la réponse immunitaire. Donc là, il y a en permanence un combat intérieur. D'ailleurs, souvent, ces patients ont eu une infection virale ou bactérienne précédant leur fatigue. Pour certains, c'est la mononucléose, d'autres, c'est le herpès, le stress, enfin, on a le choix. Ils n'ont pas tous commencé par une infection, mais ça leur est arrivé pour certains. Et ils gardent une douleur à la gorge avec des ganglions qui de temps en temps gonflent, qui de temps en temps se dégonflent régulièrement, sur lesquels les médecins ne savent pas trop comment interpréter les choses. Dans l'analyse de sang, ça montre aussi une augmentation des lactates et de l'acide lactique, même au repos. La présence de ces deux éléments, c'est ça qui donne des crampes, des courbatures, des douleurs musculaires. Et c'est aussi pour ça qu'à l'époque, on avait appelé cette maladie une encéphalite myalgique, parce que le muscle était concerné. Donc bref, pauvre patient, ses muscles sont fatigués et ça se rajoute à sa fatigue générale. Et qu'en est-il du microbiote intestinal, Martine? Alors voilà, Christelle, il y a souvent une prolifération des levures, comme par exemple le Candida albicans, qui lui adore le sucre. Et donc, ces fichues Candida albicans, elles récupèrent et elles détournent en même temps de l'énergie pour elles, et ça augmente encore plus cette fatigue généralisée pour le patient. On observe aussi une augmentation des bactéries pro-inflammatoires qui vont ensuite passer dans le sang. Et puis, manque de chance aussi, ils ont une baisse des bactéries anti-inflammatoires, notamment lors des efforts physiques. Mais alors, que recommandent les médecins spécialisés? Alors, ils donnent des traitements pour les symptômes douloureux. Et puis, les symptômes intestinaux, quand il y en a, ils donnent aussi des traitements. Mais la chose qui est commune, c'est qu'ils vont faire surtout de la pédagogie avec le patient. Et ils vont lui apprendre un truc qui est un peu en british, là, ça s'appelle le pacing. Et ça veut dire apprendre à s'économiser. L'idée, c'est la métaphore du téléphone portable, où on n'essaie pas de le décharger complètement
la batterie parce que sinon, ça ne va plus aller du tout et pour longtemps. Donc, c'est ça le pacing. Alors maintenant que Martine nous a présenté ce qu'est cette fameuse fatigue, et j'espère que vous n'êtes pas trop fatiguée, alors Christelle, quelles sont les hypothèses du décodage de cette fameuse fatigue? Alors, eh bien, les hypothèses du décodage, elles s'appuient surtout sur la logique biologique du symptôme. Notre objectif va être de s'appuyer, contrairement à d'autres hypothèses thérapeutiques, sur l'essence biologique et non pas psychologique de cette fatigue. Alors, en quoi est-ce utile d'être fatigué? En quoi est-ce utile pour le cerveau d'envoyer le message au corps, de dire « je m'arrête, stop ». Ce qu'il faut déjà remarquer, c'est que le cerveau envoie le message à travers le nerf pour le futur. C'est comme s'il y avait une information passée qui doit être donnée pour le futur. Ce message est soit inerte, ça vaudra mieux pour toi. Un des sens biologiques de s'arrêter, c'est parfois tout simplement parce qu'on en fait trop. S'arrêter permet d'être plus en forme le lendemain. Donc la fatigue est une solution. Mais quand la fatigue dure, ce n'est plus une solution, cela devient un problème pour le patient. Le thérapeute s'interroge et présuppose que c'est peut-être une réponse du corps à une situation antérieure plus profonde, plus inconsciente. Nous avons expliqué tout à l'heure qu'au niveau du cerveau, il y a premièrement un épaississement de la matière grise, comme si le cerveau s'est senti agressé et donc a réagi en se protégeant et en faisant plus de matière. Deuxièmement, l'amyotrophie de la matière blanche se traduit par un ralentissement de l'influx nerveux et donc de la circulation des informations. Comme le cerveau n'a pas encore trouvé de bons messages d'action à transmettre au corps, il ralentit le temps présent et éloigne le futur angoissant. Car la grande inquiétude de ces personnes est de ne pas trouver une solution valable pour être plus performant dans le futur. Ce cerveau veut absolument trouver une solution parfaite. Il veut comprendre, analyser, contrôler, maîtriser pour être au top. Il mouline et s'accroche à ça depuis plus de 6 mois déjà. C'est une structure en fait hyper mentale qui se traduit par des problèmes de concentration et de difficulté à être dans l'instant présent. Et dans ce cas-là, l'oreille du thérapeute va repérer des mots, des prédicats, des phrases comme « je m'empêche de faire »,« j'ai un mental puissant »,« je suis contrainte, je suis obligée, il faut, je dois », des problèmes de communication bien sûr, besoin d'information, la sensation d'être sous les ordres, d'être obligé de faire mais obligé de comprendre surtout. D'ailleurs, on retrouve souvent chez les personnes qui veulent tout comprendre des mémoires d'enfants incompris. Mais en dehors de cette angoisse d'aller dans le futur, n'y a-t-il pas une autre peur? Oui, absolument, tout à fait. La peur de tomber, de chuter, de ne pas être à la hauteur dans le futur. Je vais probablement tomber bien bas ou encore plus bas. Je suis sûre qu'en bougeant, je vais tomber. Pour la mémoire archaïque, en fait, tomber, c'est mourir. Et il n'y a pas d'avenir pour moi. S'il n'y a pas d'avenir, je m'arrête, je m'empêche d'agir. C'est la seule solution. Le patient ressent beaucoup de pression, beaucoup d'obligations face à des ordres ou des personnes auxquelles il donne beaucoup de crédit. Des personnes mises sur un piédestal. Cela l'empêche d'être lui-même. Il vaut mieux qu'il s'arrête plutôt que de tomber. Et là, dans ce cas-là, eh bien, l'oreille du thérapeute va être à l'affût de mots ou de phrases comme « c'est pas une vie »,« ras-le-bol »,« c'est trop dur »,« plus envie de vivre » ou encore « piédestal » ou encore le mot comme « tomber »,« dévaler ». Tout ça sont des mots qui sont significatifs de cette hypothèse. Ces patients mettent certaines personnes sur un piédestal, mais que pensent-elles d'elles-mêmes? En fait, le patient, il se sent profondément dévalorisé. Il n'arrive jamais à atteindre le résultat escompté. Il n'arrive jamais au niveau de perfection qu'il souhaite atteindre. Il se dévalorise toujours, s'auto-juge sévèrement. Le thalamus de son cerveau rumine cela. Il ne cesse de se comparer. Il se sent en dessous et se rabaisse constamment. Il est sur une piste descendante, ce qui le panique. Il dégringole dans son estime par rapport à ses choix, à ses décisions.
à ce qu'il ne se sent pas capable de faire ou capable de ne pas faire, de transmettre, à ce qu'il n'a pas réussi à faire ou à ce qu'il n'a pas réussi à dire ou à ne pas dire. Communication difficile et compliquée, la solution est toujours de tout freiner pour éviter le pire et le mal à faire. Et là, l'oreille du thérapeute va être très sensible à des mots comme « je suis mauvaise »,« je suis même maléfique », comme le disait une patiente, ou « je suis ténue et », ou « je suis mal tombée », ou « je suis tombée bien mal », ou des mots comme il y en a trop, mais surtout, comme l'a dit tout à l'heure, c'est comme une descente qui s'aggrave de jour en jour. Difficile d'être soi donc. Oui, en effet, il y a des problèmes d'identité et des réponses immunitaires affaiblies. Comment ce déficit immunitaire biologique? Eh bien, c'est qu'il est impossible d'être soi, voire dangereux d'être soi. Là, et nous le verrons dans l'approche thérapeutique, nous avons affaire à des personnalités qui n'arrivent pas à s'affirmer, qui n'arrivent pas à être eux-mêmes. Il n'y a aucune chance dans le futur de devenir quelqu'un de complètement satisfaisant à leurs yeux. Les croyances sont multiples et tenaces sur la légitimité qu'on donne à l'autre et pas à soi. Et là, l'oreille du thérapeute entendra des masques, insécurité, attaquer, déceler, des mots comme je n'existe pas ou j'ai besoin d'exister, tout ce qui a à voir avec l'identité, mais aussi la violence contenue à l'intérieur de soi, une notion d'enfermement, un besoin de se protéger de l'autre. Et surtout, je ne veux pas qu'on voit quelque chose à l'intérieur de moi. Les patients ne veulent surtout pas que les autres voient leur incapacité. Oui, en effet, et l'hypothèse d'impuissance est souvent présente. Nous avons vu tout à l'heure cet excès dans le sang des lactates et de l'acide lactique avec des répercussions sur les muscles. Les muscles sont fatigués, la puissance n'est plus au rendez-vous. Et quand il n'y a plus de puissance, il y a impuissance. Et cette impuissance est renforcée par la difficulté du cerveau à transmettre l'ordre du mouvement. Une piste importante à vérifier sera le danger à agir ou à parler ou à ne pas parler. Et là, l'oreille du thérapeute va être attentive à des mots comme je ne suis pas capable, je suis impuissant, je suis abattu, accablé, assommé, je n'arrive pas à faire ou j'ai envie de faire, la notion de bouger, d'agir, d'être surmené. Mais également les c'est de ma faute, car souvent l'impuissance est cachée par de la culpabilité. En tout cas, c'est ce qui est également important, c'est de se mettre au ralenti afin d'être en sécurité. Il est donc vital que je m'arrête pour ma survie et de garder tous mes repères. On peut s'interroger sur une ou des pertes de repères d'ailleurs, la perte d'un parent par exemple. Et donc là, l'oreille du thérapeute va déceler d'autres indices comme des mots comme lessiver, débordé, vidé, épuisé, crevé, anéanti, effondré, sidéré. En fait, la personne n'a plus envie et souvent plus envie de vivre. Dans l'accompagnement, il faudra donc retrouver de bons et solides repères pour avancer en toute sécurité dans la vie. Mais souvent, avec les personnes mentales, il faut travailler les croyances, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, Béatrice. On va retrouver deux grands types de mémoire et de croyances profondes. La première, celle que l'on appelle la culpabilité des survivants. Il y a eu un drame dans le passé et la mémoire est transmise. Et je suis coupable d'être en vie et je ne devrais pas être pleinement vivant. Et la seconde, c'est celle de la descente aux enfers. Dans la famille, avec cette mémoire qu'il est impossible de remonter la pente. Mais alors, quelle est la stratégie thérapeutique à mettre en œuvre avec ce type de patient fatigué? Par quoi faut commencer? Quelles sont les priorités? Alors, avant toute chose, il faut signaler combien il est indispensable d'écouter et surtout de reconnaître la souffrance intérieure de ces personnes. Il faut, dès le départ, que ce patient se sente compris. N'oubliez pas que ces patients ont un long parcours de recherche médicale, un long parcours de soins, avec beaucoup d'incompréhension, beaucoup de culpabilité, des non-réponses, des incertitudes, des doutes, des échecs. Notre nécessaire bienveillance et notre compréhension sera indispensable, non seulement pour créer une relation thérapeutique de qualité,
qui permet à la fois la confiance, la sécurité, mais également parce que se sentir compris, c'est déjà reposant. Un autre point important, eh bien, c'est de tenir compte de leur rythme et de leur capacité. En fait, ces patients ne peuvent pas faire des séances comme tous les autres patients du fait de leur fatigue, de leur difficulté à se concentrer et du brouillard cérébral dans lequel ils se trouvent. Il faut donc adapter des séances et accepter, en tant que thérapeute, de ne pas trop les fatiguer. Comme nous l'a dit tout à l'heure Martine, il est important de ne pas trop vider la batterie du patient. Ensuite, il est également indispensable de faire preuve de pédagogie. Expliquer au patient un élément fondamental du décodage, à savoir que sa fatigue n'est pas le problème, que cette fatigue du corps a un sens, une logique, qu'elle n'est pas psychologique mais bien biologique. C'est-à-dire de permettre au patient de comprendre que sa fatigue est une réaction du corps, même si cette réaction vient de la tête, on l'a vu tout à l'heure, qui tente de répondre à un besoin plus profond, plus inconscient, plus ancien. Il sera donc important d'accompagner les patients à accepter de ressentir, de se connecter à leurs émotions. Mais pour autant, au début de l'accompagnement, il est judicieux de proposer davantage un travail mental sur les systèmes de pensée. Cela a un double avantage. D'une part, de satisfaire leurs besoins de comprendre, leur structure mentale, de contrôler, et d'autre part, c'est beaucoup moins fatigant qu'un travail émotionnel. Une autre astuce assez reposante également est de contourner le mental en utilisant des métaphores. Avec une de mes patientes, par exemple, j'ai imaginé qu'elle était accrochée à un tire-feste sans pouvoir lâcher. C'est mon côté savoyarde et skieuse sûrement. Et donc, la voilà accrochée à un remont de pente dans l'image que je crée. Cette image était non seulement la métaphore du problème de ma patiente, mais cela lui a rappelé qu'elle n'avait en fait jamais réussi à prendre ce fameux tire-fesse. Cette fatigue est très spécifique et nécessite de vérifier comment a été vécu, compris, interprété l'annonce du diagnostic de cette fatigue. Sa gravité et le fait surtout qu'il n'y a pas de solution médicale concrète proposée peut conforter le patient dans l'idée qu'il est sur une pente impossible à remonter. Ce qui, nous l'avons vu, est une des hypothèses importantes et essentielles pouvant être à l'origine de sa fatigue. Et surtout, ce diagnostic n'est pas sans conséquence sur leur avenir. Et oui, tout à fait. C'est pourquoi notre travail est avant tout de vérifier comment le sujet imagine son futur. On a vu l'importance du futur et très souvent, celui-ci est sombre, voire sans issue. Il sera donc fondamental d'éveiller l'espoir, car sans espoir, aucune énergie ne sera mise en œuvre par le corps pour aller vers la guérison. Le système nerveux, on le sait, est orienté vers le futur. Si le futur, c'est la mort, mieux vaut s'arrêter. Il faut donc décontaminer le futur, créer des ponts, des passerelles, d'autres chemins pour remonter cette fameuse pente. Attention néanmoins, éveiller l'espoir ne signifie pas promesse de guérison. Nous ne sommes pas des magiciens, nous sommes des thérapeutes conscients de nos capacités et de nos limites. Une des techniques consiste par exemple à compartimenter le patient en lui expliquant qu'une partie de lui n'y croit plus, est fatiguée et désespérée, mais qu'une autre partie, positive, est bien là et est venue en consultation et que cette partie-là a encore espoir. Alors, Béatrice, ce diagnostic de fatigue chronique nous sert de base pour notre décodage, mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour un décodeur? Eh bien non, il convient de rester prudent, précis et de décrire avec attention les symptômes spécifiques de la fatigue du patient. Cela revient à faire une anamnèse, une véritable enquête pour avoir une description très précise de sa fatigue à lui. Comment et quand surtout elle a commencé? Est-ce que c'était de façon brutale, petit à petit, etc. Comment elle se traduit physiquement? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des vertiges, etc. Qu'est-ce que le patient arrive à faire?
Est-ce qu'il fait rien? Est-ce qu'il arrive à aller regarder la télé? Comment sa fatigue se traduit au quotidien? Est-ce qu'il y a des différences entre le matin, l'après-midi, le soir, etc. Quelles sont les implications de la maladie? Comment s'organise-t-il? Comment le patient dort? Quels sont ses cycles entre la journée et la nuit? Quelles sont les conséquences sur son entourage également? Comment sa fatigue est-elle perçue au travail, dans sa famille, par ses amis? Et surtout, a-t-il d'autres symptômes qui seront pour nous des indicateurs importants? Toutes ces informations nous permettent en fait d'affiner le décodage et de proposer des hypothèses individualisées, d'être très précis dans la recherche de l'origine de tous les ressentis spécifiques évoqués par Christelle. Que cette origine soit dans la vie de la personne ou dans le transgénérationnel. Il faudra trouver cette fameuse pente impossible à remonter, déterminer à quel moment est arrivée cette sensation de tomber, d'où vient cette fameuse force supérieure à laquelle il est impossible d'échapper, de comprendre à quel moment et comment toutes ces croyances se sont mises en place, et finalement de découvrir à quel moment il fut vital de trouver une solution, avec son cerveau bien sûr, pas sa pensée évidemment. Mais quelquefois, certains blocages peuvent empêcher ou limiter ce travail, n'est-ce pas, Béatrice? Et oui, tout à fait. Comme dans tous les symptômes chroniques, il faut procéder par étapes et dénouer toutes les problématiques de chronicité. Alors, pour les spécialistes, ce sera une révision, mais il faudra vérifier toutes les hypothèses qui sont liées aux problématiques chroniques, à savoir l'autodéclenchant. Et qu'est-ce que c'est? C'est la façon de vivre son symptôme qui remet la personne dans sa difficulté, comme par exemple, ma fatigue me fatigue. Je voudrais faire, mais je ne peux pas, car je suis fatiguée. Ainsi, ma fatigue renforce mon impuissance. Ce qu'on appelle aussi le ressenti en suspens ou en balance, eh bien, c'est la personne en fait qui revit sans arrêt sa difficulté. Elle ne sort jamais de son problème de fatigue. Dès qu'elle est moins fatiguée, elle a envie en fait d'en faire plus et du coup, elle rebascule dans la fatigue. Le syndrome d'épuisement, et ça c'est une hypothèse particulière où il faudra chercher 6 mois avant le début de la fatigue, un choc, un biochoc, durant lequel la personne se sent en partie responsable de ce choc, de ce qui est arrivé. Un bénéfice secondaire peut également expliquer, non pas l'origine de la fatigue, mais pourquoi elle se maintient. Certains verrous biologiques bloquent ou sont eux-mêmes source de fatigue, comme les problématiques de perte de repères, de choix impossibles, de plaisir interdit. Les spécialistes en décodage auront repéré les vécus émotionnels des reins, des surrénales ou encore des gonades. Et alors, il est souvent nécessaire d'aller encore plus loin dans l'accompagnement. Et oui, on a vu la problématique identitaire et donc il va falloir faire un travail profond sur la permission d'être soi, sur comment je peux être moi et connecter à ma valeur. Cela revient à mettre en œuvre un travail sur l'estime de soi, sur le contact avec soi, une démarche pour que le patient puisse se connecter à son être profond, pour qu'il puisse être lui et réussir à dire et à vivre surtout, oui, j'ai le droit d'être moi dans ce monde, même si je ne suis pas parfaite. Oui, j'ai le droit d'être moi dans ce monde, même si je ne suis sans solution, même si je ne contrôle pas tout, même si je n'ai pas fait le bon geste ou dit les bonnes paroles. Pour arriver à ce changement de croyance, il est quelquefois nécessaire de s'attaquer à une autorité intérieure très puissante, le super contrôleur et gestionnaire des informations, le thalamus. Cette autorité qui nous impose ses jugements implacables, ses règles strictes et inévitables. Toutes ces règles, tous ces interdits, qui au départ sont souvent extérieurs, se traduisent ensuite par un jugement intérieur très, très puissant. Tous ces « il faut »,« je dois », dont Christelle a déjà parlé, vont induire des comportements qui vont peu à peu empêcher la personne de satisfaire ses vrais besoins, qui vont les empêcher d'être vraiment eux-mêmes. Ainsi, le contrôle, la perfection, la maîtrise, la recherche de solutions parfaites, la recherche de performance ne sont que des stratégies pour éviter
de sentir ce jugement. Le meilleur remède au jugement, eh bien, il paraît que c'est l'amour. Et c'est l'amour de soi, bien sûr. Pour y arriver, cela implique d'accepter, de s'accepter, mais d'accepter toutes les parties de soi, même celles que l'on juge mauvaises. Accepter son impuissance, son imperfection, son incapacité, sa responsabilité. Accepter de ne pas être à la hauteur, accepter la chute, accepter l'échec. Pour un jour sortir de la peur du jugement et arrêter d'être sans cesse dans les contraintes, les obligations si fatigantes. Ah oui, mais ça revient à accepter ce qui est et à accepter la réalité. Oui, en effet. La question est à quelle réalité le patient refuse d'être confronté. La trouver pourra peut-être permettre de l'accepter. Comme ma patiente qui refuse d'avoir été jalouse de sa cousine avec qui son papa passait plus de temps, d'avoir eu des mauvaises pensées et de se sentir tellement mauvaise. Accepter cette réalité peut lui permettre d'arrêter d'être sans cesse parfaite, sans jamais y arriver. Une des stratégies pour retrouver ce que la personne évite, eh bien, c'est de l'interroger sur ses excès. Par quel excès elle a péché? Alors, il peut y avoir différents types d'excès. Excès de gentillesse, par exemple. Excès d'être une bonne personne. Excès de faire. Excès de communication. Cherchez l'excès que la fatigue vient arrêter. Et ce qu'il faut se rappeler en permanence, c'est qu'il est impossible de sortir d'un problème si on refuse de voir ce problème. Or, nous rappelons-le, hein, le problème n'est pas la fatigue. Le problème est ailleurs. Et en reconnaissant le ou les vrais problèmes, peut-être sa propre souffrance, peut-être ses propres échecs, les souffrances héritées, les échecs hérités, eh bien, il sera possible de les transformer. Et donc, Martine, pour conclure, que faut-il retenir de cette maladie d'intolérance systémique à l'effort? Il faut toujours garder en mémoire qu'il s'agit d'une maladie multifactorielle avec plusieurs origines biologiques, le système cérébral, le système nerveux, musculaire, digestif, sanguin. Et donc, il n'y a pas une solution toute faite et parfaite. Si en tant que thérapeute, vous cherchez cette solution parfaite, eh bien, attention, vous risquez vous aussi d'être bien fatigué. Il faudra faire du sur-mesure biologique. Comme nous l'avons souligné, l'accompagnant doit être à l'affût des prédicats. Ces mots sont porteurs de sens, bien sûr, et représentent des indicateurs des problématiques conscientes ou inconscientes du patient. Par exemple, un mot que disent souvent les patients est « soi-disant ». Ah, ce soi-disant, il a toute sa saveur. Écoutez, il parle bien du soi, soi-disant, et de sa capacité à dire ou à ne pas dire, disant soi-disant. Il est important de montrer qu'on comprend la lassitude du patient. Lui qui fut si longtemps en proie à des jugements arbitraires de feignant, simulateur, dépressif. Comme il devient alors reposant pour lui d'être enfin compris par son thérapeute. Notre clin d'œil peut aussi souligner combien il est difficile et fatigant de chercher une solution parfaite et impossible. Il est judicieux de débuter par le travail des croyances, car ce sont des gens avec une structure mentale. Et le travail émotionnel risque d'être trop fatigant. Et puis, enfin, on va aller dans le corps pour être dans l'acceptation de la réalité à laquelle il refuse de se confronter. Pour autant, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que cette fatigue peut également cacher ou déclencher un état dépressif, voire suicidaire. Donc, ne jouons pas les apprentis sorciers, restons bien vigilants sur l'état des patients et restons aussi vigilants sur nos capacités d'accompagnement. The end. Qui est Et donc, encore réveillé? si vous êtes encore réveillé, eh bien,
Nous sommes ravis, toutes les trois, Christelle, Martine et moi, de répondre à vos questions. Alors moi j'ai une question, est-ce que ce sont des gens qui dorment tout le temps ou c'est une fatigue, lassitude, est-ce qu'ils ont un sommeil très perturbé ou non, ils sont Non, enfin, énergisés? pour les patientes que j'ai eues, par exemple, hein, tu parleras peut-être Martine aussi, en fait, non, non seulement ils sont fatigués, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à bouger, mais en plus ils dorment. Mais le fait de dormir ne les repose pas. C'est ça vraiment la particularité. Hein, c'est qu'il n'y a aucune résolution au niveau d'un état de mieux-être, en fait. Et en plus, dès qu'il y a une reprise d'activité, parce qu'il y a un léger mieux, hein, par exemple, ma patiente, là, une de mes patientes, on fait une séance, et celle dont j'ai parlé avec le tire-fesse, là, et elle me dit: «Ah, ça allait mieux, du coup, j'ai voulu faire». Voilà. Et bim, elle a replongé et de nouveau, elle replonge et elle replonge dans un état de fatigue. Elle peut pas bouger du canapé. Hein, c'est des patients, là, je suis obligée de la recevoir en Zoom. Elle peut pas venir au cabinet, par exemple. Tu vois, c'est comme un moteur une batterie qui s'éteint, quoi, complètement. Tu veux apporter une autre information, Martine? Bah, déjà, ça se voit, le patient, il arrive, c'est vraiment un escargot. Il se met sur la chaise de consultation et là, il est vautré, là. Déjà, il est comme ça. Et c'est à regarder, il n'y a pas de peps, la batterie, elle est cuite, quoi. Et c'est vrai que c'est corporellement aussi, il n'y a pas que les prédicats. On voit vraiment à quel point c'est difficile quand ils veulent se redresser un peu. Ça prend un temps certain. Ils sont pas vivaces. Du coup, qu'est-ce qui fait que ça qui restent à la limite, qui restent en vie, je dirais? Alors, c'est pour ça que nous avons, en fin d'exposé, noté cet état dépressif et suicidaire, hein. Tu vois, c'est comme je suis vivant, mais je suis là sans être là, en fait. Mais il y a un état suicidaire profond derrière, hein. Donc, là, c'était important et là, c'est important de savoir écouter cela aussi et de pouvoir dire aux patients: «Attendez, là, vous avez besoin peut-être d'un autre soutien», hein. Voilà. Il faut être clair avec ça. Parce que j'imagine que certains patients doivent être certainement sous antidépresseurs ou Oui. pour pouvoir effectivement les supporter. Oui, parce que en fait, c'est un petit peu, un parcours tellement long pour arriver à ce fameux diagnostic. En fait, ça paraît, simple, mais ça peut prendre plusieurs années pour arriver à ce diagnostic de fatigue chronique, en fait. C'est, jusqu'à ce qu'il y ait une IRM de poser, donc ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps et c'est très, très fatigant. Donc, en fait, cette fatigue qui est là peut induire ensuite un état dépressif et puis cette sensation de ce que j'ai dit, hein, de décontaminer le futur, c'est vraiment très, très important parce que c'est non seulement c'est leur conflit de vivre comme sur un toboggan, voilà, je me suis effondrée, voilà, j'arriverai jamais à remonter la pente, mais c'est leur quotidien et ça les maintient dans cet état, en fait. Hein, donc c'est très, très important de faire, petit pas par petit pas et de les maintenir comme ça et de leur expliquer qu'en fait, il ne faut pas remonter le toboggan comme les petits, hein, et on va trouver, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, une autre passerelle, un autre chemin, hein. Voilà et c'est difficile, à ce moment-là. Faut être, très patient, très attentif. Ils vont faire petit pas par petit pas. En tout cas, quelque chose qui est assez particulier, c'est que eux, ils ont quand même des envies. Si j'avais pas ma fatigue, j'aurais envie, j'aimerais bien faire ceci, faire cela. Alors que celui qui est déprimé ou dépressif, lui, si on lui parle du futur et qu'il y serait guéri, il a même pas envie de faire quoi que ce soit dans le futur, il n'a pas de projet. Alors que le fatigué, là, bah voilà, il a quand même des désirs pour le futur si jamais il n'était pas fatigué. Donc, ça peut servir un peu pour nous de diagnostic différentiel, de voir quand est-ce que bah là, il n'a même plus envie de quoi que ce soit dans le futur. Bon, bah là, il est passé à la dépression. Là,
Moi, ce que j'ai découvert, en fait, en étudiant vraiment cette mise, cette maladie particulière, en fait, c'est combien les personnes étaient mentales et que c'était quelque part un syndrome qui est d'abord mental, en fait, et qui après se traduit comme une fatigue à l'intérieur du corps. C'était ça vraiment la découverte, en fait. C'était intéressante et de s'adapter en tant que thérapeute à une personne mentale, pas à une personne qui est juste là, comme ça, impuissante sur son canapé. Ça, c'est comme une conséquence, quoi. Les ordres, les informations ne sont plus envoyés par le cerveau. Hein, donc ça, c'est vraiment très, très important de garder ça en mémoire parce que ça change la manière dont on va accompagner la personne. On va s'adapter à sa structure mentale. C'est cette fatigue qu'on trouve dans la fibromyalgie aussi, c'est ça? Cette fatigue chronique-là, c'est la même? Alors, je ne sais pas si c'est la même parce que j'ai pas l'info là-dessus. Tu as une info, Martine, toi? Je suis pas sûre. C'est aussi une boîte de Pandore, la fibromyalgie. On va parler d'un nombre de douleurs, je ne sais plus combien il en faut pour dire que quand on n'a pas d'explication, on va appeler ça fibromyalgie. Mais par contre, on n'a pas les signes sur les IRM dans les fibromyalgies. On n'a pas les dosages sanguins avec ce qu'on a raconté tout à l'heure. Et les hormones, on les a? Les hormones pour la fatigue chronique? Oui. En fait, ça touche déjà des enfants. Évidemment, ça touche un peu plus les femmes, à 4 fois plus, mais il n'y a pas de littérature dessus. On voit la statistique d'un côté et de l'autre côté, les médecins n'ont pas fait de lien avec les hormones. Ils ont fait des liens avec d'autres éléments dont on a parlé tout à l'heure, mais sur les hormones, ils n'en ont pas parlé du tout. Et donc, on ne donne pas de traitement anti-hormonal, par exemple, qui pourrait atténuer leur misère. Justement, je me posais la question du diagnostic différentiel parce que la fatigue, c'est un signe dans beaucoup de pathologies. Et comme tu le disais, Nathalie, bien sûr, la fibromyalgie, mais il y a des points douloureux, ok. Mais je pense en particulier au Covid long. Causes, conséquences, voilà, je pense que ça doit être un parcours du combattant pour ces personnes-là, pour avoir un diagnostic tout simplement, et à tous les autres qui n'ont pas de diagnostic, où les médecins disent, bon, c'est pas, ou c'est carrément tout de suite la dépression, on leur file des médicaments. Et puis, quant à la question des hormonales, peut-être pas les hormones, mais certainement les neurotransmetteurs doivent avoir un grand impact des neurotransmetteurs dans cette pathologie qui, très honnêtement, j'en avais jamais entendu parler, hein, avec ce nom-là, en tout cas, ce titre-là. Et oui, c'est ce qu'on appelle la fatigue chronique, en fait. Ce qu'il faut, là, ce dont vous êtes en train de parler, c'est ce qu'on appelle des fatigues, des fatigues réactionnelles. D'accord? Qui sont comme des fatigues secondaires. Là, c'est une maladie de fatigue. C'est la maladie, c'est le syndrome en lui-même. D'accord? Donc, dans les maladies. Et il n'y a pas de déclenchant particulier? Alors, si, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déclenchant. Il y a des hypothèses, en tout cas. Par exemple, dans les maladies réactionnelles, par exemple, il y a toutes les maladies infectieuses qui vont fatiguer. Tu as la mononucléose, tu as les maladies, certaines maladies digestives, tu as tout un tas de maladies endocriniennes, voilà, toutes les maladies du métabolisme de manière générale. Les troubles endocriniens vont créer de la fatigue, l'hypothyroïdie, le diabète, les surrénales, etc. Mais là, on n'a volontairement pas pris cette fatigue-là, qui est une fatigue secondaire. C'est la fatigue vraiment chronique, c'est le décodage de cette fatigue-là, vraiment spécifique, qui est, voilà. Alors après, les médecins, on vous l'a dit, il n'y a pas tant d'études que ça, mais en fait, il y a quand même des études qui ont été faites, on l'a montré, sur les IRM, etc. Il y a d'autres études dont on n'a pas parlé, par exemple, sur le lien entre l'orexine et la fatigue. Donc, sur l'hormone de l'appétit, de l'éveil et l'envie de bouger, par exemple. C'est une hormone très spécifique. Bon, on ne l'a pas introduite, mais ça aurait été intéressant parce que c'est une hormone qui agit grâce à l'hypothalamus. Donc, ça aurait été intéressant. On a beaucoup parlé du thalamus, mais du coup, on revient à cette structure mentale.
Donc, voilà. Il y a pas tant de pistes que ça. Et pour autant, voilà, maintenant, il y a un diagnostic qui peut être posé. Voilà. Mais il faut toujours, et c'est pour ça que c'est super important pour nous, en tant que décodeurs, de savoir effectivement qu'est-ce que c'est que cette fatigue avec laquelle va arriver notre patient. Est-ce que c'est une fatigue chronique? Est-ce que c'est une fatigue réactionnelle? C'est ça, c'est notre travail va être aussi d'affiner tout ça et de partir du diagnostic médical. Mais on peut l'affiner, toujours pareil. En tout cas, les Covid longs qui sont fatigués font pas partie de cette étude parce que dans les Covid longs, on a 3 signes particuliers qui fait qu'on sait que cette fatigue, elle est due au Covid. Il y a un aspect de verre de montre, je ne sais pas quoi, au niveau des poumons. Enfin bon, il y a 3 signes, j'ai un peu oublié les autres. Alors que là, dans la mise, il n'y a rien de particulier là-dessus. Donc, quand on voit un patient, moi, la première fois que j'ai eu, il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans, un patient qui arrive, bon, voilà, bonjour, pourquoi venez-vous et tout, puis qui me parle de ça, j'ai mon encéphalite myalgique. Alors, bon, moi, j'avais imaginé sur quelle piste j'allais arriver. Puis en fait, au bout d'un moment, c'était bazar, ça correspondait à rien. Et puis, il me parlait de la mise. Et puis, et c'est vrai que je me suis sentie un peu perturbée en me disant, bah, il a l'air d'avoir une maladie puisqu'il a un nom, il est reconnu et tout, mais les signes cliniques, il n'y avait rien, quoi. Et après, de se renseigner et de voir en effet. J'ai eu une autre fois une autre patiente, elle, c'était, elle a ça, mais au début, elle était venue juste pour un problème de candida albicans au niveau de l'intestin. Donc, elle était fatiguée, mais pour moi, je me disais, bah, c'est normal puisqu'elle a le microbiote qui ne va pas. Mais en fait, non, il y avait d'autres choses et ce n'était pas un problème digestif réellement. Mais elle ne l'avait pas appelé comme ça. Quel est votre objectif? Moi, je voudrais améliorer mon problème intestinal. Et c'était pas ça. Quand on parle du deuxième cerveau qu'est l'intestin, est-ce qu'on peut faire enfin, il peut y avoir certainement une résonance entre justement cette fatigue, enfin, en tout cas ces symptômes au niveau du cerveau et des symptômes au niveau des intestins, au niveau du microbiote? Oui, mais par contre, ils ont pas. Enfin, elle a eu après des examens sur lesquels l'IRM cérébral, il était perturbé, alors que les gens qui ont des problèmes de microbiote, même s'il y a le premier cerveau et le deuxième cerveau, on voit pas en tout cas, on ne le raconte pas comme ça, de signes particuliers au niveau cérébral. Certaines études ont montré que pour quelqu'un atteint de Parkinson, par exemple, les premiers symptômes sont d'abord au niveau digestif, avant Oui, c'est au niveau effectivement de d'avoir un impact sur l'estomac. le Voilà, c'est au cérébral. niveau de l'estomac où en fait ils vont rebalancer des radicaux libres qui vont massacrer leur cerveau. Et à ce moment-là, les noyaux gris sont attaqués. Et on sait que c'est la conséquence euh, de ce problème d'estomac ou de fonction digestive en tout cas. Mais là, bon, par Est-ce rapport que à ce sont des personnes qui sont en surpoids du coup ou pas du tout? moi, Non, les miens, ils n'en ont forcément. pas. Bon, j'en ai pas eu 50 non plus, mais en tout cas, ils ne mettent pas un rapport avec, enfin les médecins, en Non. tout cas, les quelques-uns, ils ne mettent pas en rapport de spécificité extérieurement visible. Il n'y a qu'à choisir tous ceux qui sont un peu obèses ou autres, mais là, ils ont pas raconté ça. D'accord. Un des indices aussi que l'on peut voir dans cette fatigue, c'est que c'est une fatigue nouvelle. Ben, c'est que la personne avant, elle n'a jamais eu d'épisode de fatigue. C'est une personne qui est active, tout va bien, etc. Et c'est comme d'un seul coup, la machine s'arrête, quoi. Voilà. Donc ça aussi, c'est un symptôme, une particularité en fait. C'est pas des personnes qui, vous savez, comme dans des pathologies de la thyroïde, qui vont être au ralenti, qui vont être fatiguées, qui vont avoir du mal à dormir, etc., qui vont avoir du mal à récupérer. Non, c'est des personnes qui avaient une vie, qui n'étaient pas fatiguées du tout, et d'un seul coup, pim, et c'est le moteur s'arrête. C'est vraiment bim, il n'y a plus d'énergie. Voilà. Et donc ça aussi, c'est particulier. Après, il y a plein d'études, hein, enfin, il y a certaines études aussi qui montrent, par exemple, que voilà, il y a
cette fatigue, en fait, arrive avec une petite inflammation. On a l'impression que c'est juste une petite inflammation qui peut passer inaperçue, un petit peu de fièvre, et en fait, une petite fatigue, et en fait, tout le système inflammatoire, lui, n'a plus rien, mais la fatigue reste. Voilà. Hein, donc c'est voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire en décodage des hypothèses de grande réparation? Je suis pas sûre, parce que sinon ça durerait pas si longtemps. Mais voilà. Donc aller chercher plus profondément toutes ces mémoires dont on vous a parlé. Et par rapport à l'accompagnement, en revenant sur d'un seul coup, la machine s'arrête, est-ce que vous avez retrouvé dans un déclenchant, puisque leur prise en compte médicale est difficile, le diagnostic est difficile à poser, est-ce que vous avez trouvé vraiment quelque chose qui a fait que d'un seul coup, la machine s'arrête, ou ça reste compliqué à déterminer? Alors moi perso, j'ai pas trouvé de déclenchant. Par contre, j'ai retrouvé des programmes, hein, des programmants vraiment, notamment avec la patiente dont je parlais avec le tire-fesse, là, ce qui était assez intéressant, le remont de pente, et où vraiment, voilà, on a retrouvé des programmes avec liés à son père, etc., où vraiment, de toute façon, elle était soumise à... Il y avait un mélange de tout, parce qu'elle était soumise à l'autorité de son père et qu'elle n'arriverait jamais à remonter la pente pour être à la hauteur pour que son père la regarde. Voilà, par exemple. Et là, j'ai trouvé un déclenchant, mais ce n'était pas un déclenchant de la fatigue, parce qu'elle était déjà fatiguée, mais par rapport sur le travail d'accepter une partie de soi qui est mauvaise. Et c'est quand j'ai mis le mot maléfique, c'est vraiment un mot de ma patiente. Elle se sentait comme maléfique, donc elle passait sa vie à être une bonne personne, quelqu'un qui fait du bien aux autres, etc., dans l'excès. C'est pour ça que c'est important de voir les excès pour refuser la partie d'elle qui, quand elle était petite, en fait, il y avait sûrement une petite fille qui la dérangeait, qui la gênait, et en fait, elle a eu une pensée un petit peu comme ça, en se disant, voilà, j'aimerais que cette fille, elle tombe, et hop, la gamine, elle tombe. Donc, dans la pensée magique, ça y est, elle est sûre qu'elle est maléfique, et bien sûr, dans sa vie, elle va retrouver des instants où elle va avoir des pensées qui vont se traduire dans la réalité, et donc voilà, qui vont confirmer qu'elle a raison de penser qu'elle est maléfique et c'est une mauvaise fille, et donc toute sa vie, elle va lutter contre ça. Hein, quand on parlait d'une lutte intérieure, c'est vraiment une lutte très très forte, et pour ne pas ressentir cette mauvaise que je suis à l'intérieur. Mais je n'ai pas retrouvé de déclenchant. Voilà, la plupart du temps, je n'ai pas retrouvé, parce qu'en fait, c'est assez difficile à déterminer. Déjà, pour que ce soit qualifié, il faut au moins 6 mois de fatigue consécutive, et puis le temps du diagnostic. Donc, en fait, les gens sont un peu perdus, c'est un peu compliqué. Et comme, en plus, ils sont dans cette espèce de brouillard mental, ils sont vite fatigués de penser à c'était il y a 2 ans déjà, tu les as perdus, en fait. J'avais peut-être une question sur la biologie. Ouais. Pour savoir, parce que d'après ce que vous dites, il y a une altération de la substance blanche, Oui. donc a priori des gaines de myéline, comme il peut y avoir éventuellement dans la sclérose en plaques, par exemple. C'est aussi un problème de protection, puisque la myéline, c'est la protection du neurone. Est-ce qu'on sait quel type de neurones sont altérés? Et est-ce qu'en suppléant, par exemple, si c'est les neurones à dopamine, est-ce qu'en suppléant par de la dopamine externe, on peut éventuellement pallier, à défaut de décodage, pallier au syndrome? Voilà. Alors, Sophie, elle parlait des médiateurs chimiques, mais il n'y a pas de déminéralisation au niveau de l'axone. Ils sont atrophiés, mais c'est la seule constatation. S'il y avait ce problème de gaine de myéline, on est tranquille, parce que là, on sait quelle autre maladie auquel on va pouvoir penser. Mais là, ils ont pas de problème de gaine de myéline. Il y a une atrophie, et voilà, ils restent comme ça. On ne leur donne pas de médiateurs chimiques. Ils essayent de prendre leur vitamine C, de prendre plein de choses comme ça. Il n'y a rien qui marche. Donc, il y a encore des recherches à faire, hein, mais là, pour le moment, la piste des médiateurs chimiques, il y en a peut-être un qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas dépissé, mais ceux qu'on connaît, ils ne sont pas mis en scène avec eux. Parce que quand tu dis atrophie, ça veut dire que
axones qui sont réduits et ce n'est pas la myéline qui normalement donne la substance blanche qui est dégradée. D'accord. Parce qu'en fait, on n'a pas fait une analyse, une biopsie, puisqu'en fait, déjà, ça se passe au niveau du cerveau. Donc, ce sont des clichés sur des IRM. Et on n'a pas donc récupéré un morceau d'axone comme on peut le faire pour les autres maladies. Donc, suspense, c'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être dans 5 ans, 10 ans, la même conférence, elle ira pouf, dans une direction différente, peut-être au niveau scientifique. Par contre, sur ce qui est du contenu en décodage biologique, les pistes, elles sont bien tracées quand même. Oui, elles sont bien tracées, c'est étonnant. Hein. Pour ne rien vous cacher, en fait, pour faire cette conférence, à partir du moment où on a décidé de faire cette conférence, j'ai reçu un appel. « Allô, je veux un rendez-vous, j'ai une fatigue chronique. » Donc ça, j'ai dit bah, super. Donc, et en fait, j'ai pu, du coup, avec son assentiment, enregistrer et toutes les trois, on s'est basé vraiment sur cette personne qui était là juste quand on construisait notre conférence. Donc, et on a pu vérifier à quel point tous les mots qu'on vous a dit, hein, toute cette chute, c'est ce piédestal, donc le piédestal sur lequel elle mettait son père, par exemple, et qu'elle ne pourrait jamais être à la hauteur de ce fameux piédestal, etc., etc. Tous ces mots-là, vraiment ont été là et répétés, et c'était vraiment très congruent par rapport aux hypothèses qu'on vous a proposées, en tout cas. Eh bien, en tout cas, merci. Hein, merci à l'AIP-DPS de nous avoir permis de réfléchir à cette fameuse fatigue. Ben, un grand merci à vous trois. Et puis rendez-vous au prochain rendez-vous AIP-DPS. Et ce sera début avril, mais vous aurez l'information d'ici là par le biais de la newsletter ou les autres moyens qu'on utilise. Merci. Bonne soirée. Merci à tous.